Il est 21h et c'est l'heure de votre grande édition sur la télévision Bonferré. Monsieur, dames, ravi de vous retrouver. À l'instar des pays du monde, le Niger a célébré hier, 16 juin 2023, l'édition de la Journée mondiale de l'enfant africain. À cet effet, la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé ce matin une conférence à l'intention des enfants de la région de Niamey. N'est-ce pas Boubacar Amadou et Ibrahim Ide? La journée du 16 juin de l'année est instituée Journée mondiale de l'enfant africain, un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l'apartheid. Les enfants de la région de Niamey commémorent à leur manière cette journée à travers une conférence organisée par la Direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant en partenariat avec l'UNICEF. L'objectif de cette journée est de connaître à l'opinion nationale et internationale les nombreux défis auxquels sont confrontés les enfants du continent en vue de susciter une solidarité au plan national et international. Cette édition 2023 est placée sous le thème « L'enfant dans l'environnement du numérique », une thématique d'actualité. Ce thème trouve toute son importance dans la réalisation des droits de l'enfant, sachant que la vie des enfants est influencée par l'environnement numérique, qui a un impact sur la façon dont ils peuvent ou avoir leurs droits transgressés. Occasion saisie par la directrice régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de reconnaître et saluer les efforts de l'État dans la défense des droits et l'épanouissement des enfants au Niger. Ouverture à Zender d'une journée porte ouverte sur les bonnes pratiques de résilience, une initiative du projet USAID Sahel, collaboration et communication et visite collaboration avec le HCN3N pour renforcer leur partenariat qui permet de connaître les projets financés par l'USAID dans la région. N'est-ce pas Hussein Hasmi et Ibrahim Amadou? Après la capitale économique Maradi, le projet USAID Sahel Collaboration et Communication (NCC) et le Haut Commissariat à l'initiative 3N ont initié cette journée porte ouverte sur les bonnes pratiques de résilience dans la région de Zander pour plaider en faveur de la mise à échelle de pratiques basées sur des évidences, mais aussi diffuser les meilleures pratiques de résilience, les impacts et effets auprès des institutions étatiques, des universités et autres partenaires. Le projet Sahel Collaboration Communication SCC sous financement USAID à travers les projets Wadata, Girma, Terre au Vie, PAM notamment a tenu à organiser cette journée porte ouverte. Depuis quelques années, l'USAID Sahel Communication Collaboration, dont le mandat est de coordonner et piloter les interventions des projets financés par l'USAID en matière de résilience, et le Haut Commissariat à l'initiative 3N, qui est la porte d'entrée pour la résilience des communautés vulnérables au Niger, conjugue leurs efforts pour capitaliser et partager à grande échelle les meilleures interventions qui ont impacté positivement la vie des populations. Cette initiative salutaire qui peut accroître les chances de pérennisation des acquis, décrit une parfaite implication des communautés dans la gestion des infrastructures et des pratiques qui leur seront léguées par ces projets à la fin de leurs interventions. Le gouverneur de la région est revenu aussi sur les principaux points de motivation de l'USAID pour assister l'État du Niger à travers les projets et programmes qu'elle finance. Les systèmes de production agricole sont extinctifs, à faible utilisation d'intrants et basés sur une faible valorisation des ressources naturelles. La performance du secteur est très instable du fait de sa forte exposition à de nombreux risques, notamment climatiques. Son développement est limité par le coût élevé des investissements, le faible accès au financement, les problèmes fonciers
et la baisse de la fertilité des sols. À cela s'ajoute l'insuffisance de cadres techniques d'appui, la faible capacité des organisations de producteurs et la faiblesse de la contribution du secteur privé. Dans son intervention, le deuxième vice-président du conseil régional appelle les jeunes à un changement de comportement pour une bonne résilience durable. Cette journée porte ouverte sur les bonnes pratiques et expériences réussies des interventions des projets Wadata, Terre aux Vies et Girma financés par l'USAID ont permis aux représentants de ces projets de faire découvrir la contribution de leur intervention au renforcement de la résilience des communautés. Lors du Conseil des ministres du jeudi 1er juin 2023, il a été annoncé d'une création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique. Le point avec Suleiman Ousmane. L'annonce a été faite au Conseil des ministres du jeudi 1er juin 2023, la création désormais d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dénommé Centre de formation aux métiers agricoles et d'apprentissage. La nouvelle ainsi annoncée à travers le projet de décret du Conseil des ministres est appréciée à sa juste valeur par les acteurs du domaine. Pour ces décrets de création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique, nous pouvons nous réjouir. Nous réjouir parce que, tout simplement, nous avons compris aujourd'hui que la formation professionnelle ne se limite pas à la théorie. On en a formé beaucoup, même dans le cadre de la formation professionnelle, qui, en dehors, n'est-ce pas, des filières industrielles, il y a des filières de gestion. Mais aujourd'hui, il y avait eu, n'est-ce pas, une certaine, j'allais dire, prise de conscience de nos réalités. C'est quoi nos réalités? C'est certainement pour parler de l'activité agricole. Les acteurs ont également beaucoup insisté sur la dotation de ce centre en matériel de formation. Il nous faut des machines, il nous faut des équipements, il nous faut des ateliers de transformation. On doit faire des TP et des TD dans les ateliers. Il ne s'agit pas de créer, n'est-ce pas, des centres, mais il faut créer des centres pour les équiper, pour que la formation, n'est-ce pas, soit pratique et qu'elle soit une réalité. Voilà ce de quoi il s'agit. Quand je dis que j'ai l'espoir, je suis optimiste, c'est parce que je sais que si le gouvernement, n'est-ce pas, a décidé de créer, eh bien, les équipements vont suivre, ce qui est évident. Le nouveau centre de formation aux métiers agricoles et d'apprentissage a pour mission la mise en place de dispositifs de formation, de production, de transformation, de commercialisation, d'incubation et d'accompagnement de l'insertion des jeunes. Selon le projet de décret, ce nouveau centre remplace désormais la délégation générale au service national de participation dont le patrimoine lui est dévolu. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique hebdomadaire de tous les mercredis avec Balima Bouraima et Aminata Yaya Meiga. Sur ces très bonnes réceptions, au revoir. Actu sur le web, c'est tous les mercredis et c'est en compagnie de Balima Bourema. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce 14 juin 2023. Nous entamons ce numéro d'Actu sur le web avec actuniger.com qui nous apprend que plusieurs cadres de la SONICI sont écroués après audition. Oui, les investigations se poursuivent et selon plusieurs rapports d'inspection, dont le dernier de la Cour des comptes, des pratiques peu orthodoxes ont eu cours pendant longtemps au sein de la société, occasionnant un manque à gagner évalué à plusieurs millions de francs CFA. Entre mauvaise gestion, octroi d'avantages indus, non-respect des engagements et paiement de trop perçus,
Le traitement judiciaire de cette affaire va permettre de faire la lumière sur les cas de malversation et d'assainir la gestion de cette entreprise publique qui n'a jamais vraiment répondu aux missions qui lui ont été assignées. En fin de semaine dernière, les auditions se sont poursuivies au niveau du pôle financier et économique du tribunal de grande instance hors classe de Niamey et plusieurs des responsables épinglés ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Niamey. Selon des sources d'Actu Niger, au moins 6 personnes, dont un ancien DG de la boîte ainsi que des directeurs centraux, ont été écroués en attendant la suite de l'instruction qui est en cours. En plus du rapport d'inspection d'État qui a mis en nu les cas de malversation qui ont eu cours au sein de la boîte et qui portent sur des irrégularités de près de 5 milliards de francs CFA, selon les sources du site actuniger.com, le dernier rapport de la Cour des comptes pour l'exercice 2022 a également révélé plusieurs manquements qui ont porté de graves préjudices aux finances publiques. Absence de description de procédures de gestion, dysfonctionnement des organes exécutifs et délibérants, faible taux de recouvrement des produits de la société et irrégularités susceptibles de porter atteinte à la performance de la société. Telles sont les observations formulées par les auditeurs du gendarme des finances publiques au niveau de la SONUCI. À titre d'exemple, sur la location des villas, simple particulier par exemple, on apprend que la société a recouvré 12% en 2017, 11% en 2018 et 15% en 2019 des recettes attendues. Sur la vente des villas, le rapport nous apprend qu'au cours des exercices 2017, 2018, 2019, la SONUCI n'a respectivement recouvré que 40,65 millions de francs CFA, 151,77 millions de francs CFA et 58,77 millions de francs CFA au titre de la vente des villas de la cité 1 SONUCI sur des recettes attendues de 1,19 milliard de francs CFA, 1,2 milliard de francs CFA et 1,06 milliard de francs CFA, soit des taux de recouvrement de 3, 13 et 6%. Dans un billet, nigerinter.com se demande si la Nigélec n'est pas le trouble fête de la Renaissance. Le week-end dernier, à Niamey, Tillabéri et Dosso, la société nigérienne d'électricité, Nigélec, a, comme dirait l'autre, rappelé aux citoyens qu'elle reste et demeure le fauteur de troubles qui constitue le nœud gordien de la Renaissance. Les questions légitimes que se posent les Nigériens, à quand la Nigélec nous rassurera une fois pour toutes que notre pays dispose des sources d'énergie, à quand la fin de tout ce calvaire dû aux coupures intempestives du courant électrique, pourquoi la Nigélec a jusqu'ici traduit les volontés politiques les plus osées en échec. Certes, le président de la République a déroulé une ambition, son programme en matière d'électrification du pays, en milieu urbain comme rural. Interpellé par les parlementaires le week-end dernier, le ministre de l'Énergie, Ibrahim Yacoubou, a déclaré que la vision du gouvernement est de booster de 20 à 80% le taux d'électrification au Niger dans les 10 prochaines années. Tout ceci pourrait être saisi par le citoyen lambda comme des promesses sans lendemain. Non pas qu'on ne croit pas aux politiques, mais avec la posture actuelle de la Nigélec, il y a de quoi avoir des pincettes. Malgré les investissements colossaux faits pour que cette société d'État réponde aux attentes des Nigériens, on a l'impression que l'autosuffisance énergétique dans notre pays n'est pas pour demain. Est-ce un problème d'homme ou de gestion? La question reste posée selon le nigerinter.com. Il n'est pas question ici des raisons de délestage ambiant, puisque depuis que le DG de la Nigélec a dit de façon péremptoire que personne n'a de solution à ce problème sauf Dieu, les citoyens rationnels prennent leur mal en patience. Mais il est plutôt question ici, même si on ne peut pas offrir de l'électricité au consommateur pour son argent, de facturer justement ce qu'il consomme, ni plus ni moins, le juste prix du kilowattheure. En effet, ils sont nombreux à indexer le service de facturation de la Nigélec. Des releveurs de plus en plus invisibles et des factures de plus en plus disproportionnées par rapport à la consommation réelle. Un autre puzzle à décomposer pour les responsables de la Nigélec. Le miracle tant attendu de la centrale de Goribanda n'a pas eu lieu et si la Nigélec commence à assainir ses relations avec sa clientèle, se demande le site, face aux appréhensions et préjugés au sein de l'opinion, il est plutôt question pour cette société de rétablir la confiance entre elle et ses consommateurs. Et pour ce faire, il faudrait, entre autres mesures, convaincre les uns et les autres qu'ils payent réellement ce qu'ils consomment.
Ailleurs, les actions solidaires des consommateurs pourraient condamner la Nigélec à se reprendre, voire à payer le trop perçu. La société civile a bien d'autres chats à fouetter pour laisser les citoyens s'embourber à des conjectures. Au Nigeria, un bateau chavire et fait plus de 100 morts selon Libération.fr. Plus de 100 personnes sont mortes dans le centre-nord du Nigeria après qu'un bateau transportant des familles revenant des mariages a coulé dans une rivière. Leur embarcation convoyait ces passagers dans l'état de Kwara, dans l'est du Niger, ouest du Nigeria. Lorsque l'accident s'est produit, ont indiqué hier mardi la police locale et le bureau du gouverneur de l'État qui n'ont pas précisé les causes du naufrage. Jusqu'à présent, nous avons dénombré 103 morts, plus de 100 personnes qui ont pu être sauvées, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police de l'État de Kwara. Les recherches sont toujours en cours, ce qui signifie que le bilan peut encore grimper, a-t-il ajouté. Les victimes étaient de retour dans le district de Patigui, dans l'État de Kwara, après avoir célébré un mariage de l'État du Niger, selon les services du gouverneur de l'État de Kwara. L'accident est survenu sur le trajet entre Egboti, dans l'État du Niger, et Ekpada, dans l'État de Kwara, donc a précisé dans un communiqué Rafiou Adjakaï, porte-parole du gouverneur. Les naufrages de bateaux sur les fleuves et rivières du Nigeria sont fréquents. Ils sont généralement dus aux embarcations surchargées, à leur mauvais entretien ou au non-respect des règles de sécurité. Le mois dernier, 15 enfants se sont noyés et 25 autres ont disparu après le chavirement d'un bateau surchargé dans l'état de Sokoto alors qu'ils partaient récolter du bois. Début décembre 2021, le naufrage d'un autre navire surchargé avait fait 29 morts, dont une majorité d'enfants. Au cours des importantes inondations dans le pays en décembre dernier, en pleine saison des pluies, au moins 76 personnes ont perdu la vie lors du naufrage de leur embarcation prise dans une rivière en crue de l'état d'Anambra au sud-est. Le fleuve Niger est le principal axe navigable en Afrique de l'Ouest et une voie clé pour le commerce de plusieurs pays, dont le Nigeria. L'autorité nationale du Nigeria de régulation des cours d'eau a bien tenté d'interdire la navigation de nuit avec l'objectif de diminuer les accidents, en affirmant par ailleurs que surcharger un bateau représentait un délit. Mais les marins font souvent peu de cas de ces règles. Enfin, Balima au Sénégal, NigerExpress.info nous apprend que Macky Sall s'est incliné devant les décédés. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, s'est incliné mercredi dernier devant la mémoire des personnes décédées dans les manifestations survenues il y a 2 semaines dans plusieurs villes du pays après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko pour corruption de jeunesse, a appris l'agence de presse sénégalaise d'une source proche de la présidence sénégalaise. Je voudrais, à l'entame de ma communication, m'incliner devant la mémoire des personnes décédées lors des incidents graves notés ces derniers jours dans les régions de Dakar et des Ziguinchor. Je voudrais à cette occasion vous demander de vous lever pour observer 1 minute de silence et de prière. Je souhaite en même temps un propre rétablissement aux blessés, a-t-il déclaré en ouvrant la réunion hebdomadaire du gouvernement. L'opposant Ousmane Sonko, poursuivi en justice pour viol et menace de mort sur la jeune dame Adji Sarr, a été condamné le 1er juin par la chambre criminelle du tribunal de Dakar à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. La juridiction lui a infligé une amende de 600 000 francs CFA. Dans la foulée de la condamnation de M. Sonko, des violentes manifestations ont éclaté à Ziguinchor Sud, ville dont il est le maire, à Dakar dans une moindre mesure et dans d'autres villes du Sénégal. Les manifestants protestaient contre la menace d'inéligibilité que cette condamnation fait planer sur la tête du leader de PASTEF, les Patriotes, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. Après la décision rendue par la chambre criminelle, Maître Djibi Diagne, l'un de ses avocats, a déclaré que la candidature d'Ousmane Sonko est hypothéquée. La police nationale a révélé que quelques 500 manifestants, dont des mineurs et des étrangers, ont été interpellés dans plusieurs régions du pays au cours des manifestations survenues après le verdict du procès Ousmane Sonko Adji Sarr. Balima Bourema, merci. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci aussi Aminatou Yaya Mega. Merci aussi chers téléspectateurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah.
Merci également à vous de nous avoir suivis ici sur RFM cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.